Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui sera ensuite disponible en replay sur la chaîne YouTube du cabinet. Vous trouverez d'autres ressources sur la VFA et d'autres sujets autour de l'immobilier. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, à poser des questions dans les commentaires des vidéos existantes et à vous abonner, ce qui vous permettra d'être informé de la mise en ligne de prochaines vidéos. On le fait assez régulièrement maintenant. Donc, je vais commencer cette partie un peu formelle de ma présentation. Je vous ai fait un petit support que je vais partager avec vous pour vous permettre de suivre ça de manière un peu conviviale. Donc, le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, ce jour, c'est la faillite du promoteur et l'achèvement des travaux en cas de faillite du promoteur. Donc, ce sujet-là a été proposé par un auditeur de la chaîne YouTube. Donc, c'est avec plaisir que j'ai retenu son idée qui, de toute façon, est très intéressante. Alors, je veux juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, revenir sur les étapes de la VFA pour qu'on ait chacun en tête la chronologie de ce type d'acquisition. Tout commence par un contrat de réservation. C'est un moment où l'acquéreur est en phase d'être séduit par le promoteur. Donc, c'est là qu'il faut imposer ses conditions. Il y a une vidéo que je vous recommande sur le contrat de réservation où on verra côté acquéreur comment imposer justement ses vues sur le sujet et quels sont les points qu'il faut bien verrouiller dès le contrat de réservation. L'acte de vente, c'est le passage solennel lorsque l'on est chez le notaire, que l'on signe, que l'on verse le solde, une partie du prix en tout cas. Attention, en particulier pour ce qui est de la date de livraison, celle qui compte, c'est celle qui est ici, dans l'acte de vente, pas celle du contrat de réservation. Ensuite, vous avez les appels de fonds. En général, ils ont commencé ici et ici, au moment du contrat de réservation et de l'acte de vente. L'essentiel des appels de fonds va se dérouler entre la vente et la livraison. La livraison, c'est la remise des clés. Et donc, les difficultés auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, ce sont celles qui surviennent entre l'acte de vente et la livraison que l'on attend et qui ne vient pas. Je voulais initialement faire une distinction entre le retard et l'inachèvement. Le retard, c'est quand le promoteur ne livre pas dans les délais. Donc le délai, c'est celui de l'acte de vente, non pas du contrat de réservation. Et attention, parce que dans les actes de vente, il y a souvent ce qu'on appelle des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Il y a parfois même un doublement des délais. Ça veut dire qu'un jour d'intempérie autorise 2 jours de retard. Et ça veut dire que c'est du retard qui est excusé pour le promoteur et qui ne donne pas lieu à indemnisation pour l'acquéreur. Là aussi, vous trouverez sur le site pas mal de ressources documentaires sur le retard de livraison parce que c'est un point très important. L'inachèvement, c'est quand même plus rare. L'inachèvement, c'est la situation dans laquelle le promoteur n'est pas en capacité de finir l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il n'a plus les moyens. Tout simplement, il est financièrement ou techniquement, mais généralement c'est financièrement, tout à fait incapable de mener la construction jusqu'à son terme. C'est là qu'intervient la fameuse garantie financière d'achèvement. Alors, un petit point de vocabulaire encore. Il y en a beaucoup dans cette matière, souvent c'est le cas en droit d'ailleurs. La garantie financière d'achèvement, ce n'est pas la garantie de parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement, c'est après livraison, c'est la levée des réserves. La garantie financière d'achèvement, eh bien, c'est une banque ou une compagnie d'assurance qui s'engage financièrement aux côtés du promoteur, soit à rembourser les appels de fonds payés par les acquéreurs, soit à donner de l'argent, à verser de l'argent pour permettre l'achèvement des travaux, la réalisation des travaux qui ne l'ont pas encore été. Alors, j'ai entendu récemment un futur acquéreur en VFA me dire « Ah mais c'est super parce que le promoteur m'a assuré qu'il y avait une garantie constructeur ». Alors, ce qu'ils ont appelé une garantie constructeur, ce n'est pas un cadeau que fait le promoteur à ses clients, c'est la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en VFA, aucune vente ne peut se signer sans cette garantie financière d'achèvement qui est le gage pour les acquéreurs, soit d'être remboursé si jamais le promoteur n'est pas en mesure de terminer, soit que l'achèvement soit financé par un tiers. La difficulté, on va la toucher du doigt tout au long de ce webinaire, c'est que la seule obligation du garant d'achèvement, elle est financière. Donc, elle n'est pas technique, il ne vient pas se substituer au promoteur, il ne devient pas maître d'ouvrage ni maître d'œuvre. Pour entrer un peu dans le concret, je vous ai dit que c'est une obligation financière, donc il va y avoir des fonds qui vont être versés à l'acquéreur.
c'est la garantie de remboursement. Et ça, c'est l'option la plus simple. C'est assez facile de savoir combien chaque acquéreur a payé et de lui restituer la somme qu'il a payée. L'autre option, c'est que les fonds qui vont permettre l'achèvement soient versés au syndicat des copropriétaires, s'il existe déjà, ou bien à un mandataire ad hoc. Un mandataire ad hoc, on le fait désigner par le tribunal de commerce pour chapeauter, on va dire, l'achèvement des travaux, mais c'est généralement plus un juriste qu'un technicien, donc là encore, il devra s'entourer de compétences techniques pour finir les travaux. Un bon point pour les acquéreurs, c'est qu'il n'y a pas de plafond de garantie. L'achèvement dont je vous parle, il concerne autant les parties privatives que les parties communes. C'est-à-dire, les parties privatives, ce sont les lots de copropriété. Chaque appartement qui a été vendu à un acquéreur. Les parties communes, eh bien, ce sont les accès à l'immeuble, les escaliers, les ascenseurs. Et quand bien même l'ensemble des appartements n'a pas été vendu, le garant d'achèvement doit financer les travaux des parties privatives vendues, de chacun des lots vendus, et de l'ensemble des parties communes. Je fais un petit focus ici sur cette garantie financière d'achèvement et les appels de fonds pour mettre en avant 2 points. D'une part, c'est que lorsque la garantie financière d'achèvement est enclenchée, eh bien, le garant a vocation à percevoir le montant des appels de fonds. Il n'est pas imaginable que l'acquéreur conserve pour lui les fonds et qu'un tiers finance l'achèvement. Donc, le garant d'achèvement va recevoir les fonds au fur et à mesure de l'achèvement par son financement des travaux de la construction en respectant les pourcentages que j'ai rappelés ici sur la droite de la slide. Autre point, c'est assez rare, mais il y a une jurisprudence, il y a une décision en tout cas sur le sujet, c'est que si les acquéreurs, en ayant parfaitement conscience, payent des appels de fonds de manière anticipée, ils peuvent perdre la garantie d'achèvement. Le raisonnement du juge a été de dire, vous, acquéreurs, vous avez sciemment versé au promoteur pour l'aider à finir, ça partait d'un bon sentiment, la quasi-intégralité des sommes, c'est-à-dire vous êtes arrivé jusqu'à 95 voire 100% pour certains acquéreurs. Donc, vous avez donné tout le prix de vente au promoteur alors que le chantier était arrêté et que les travaux n'étaient pas avancés. Donc, vous avez fait perdre au garant d'achèvement la possibilité de récupérer auprès de vous les sommes qui lui revenaient normalement, celles-ci, dès l'instant que sa garantie avait été mise en œuvre. Et donc, dans ce cas très particulier, le juge a considéré que le garant d'achèvement pouvait opposer, on va dire, une non-garantie, un refus de garantie aux acquéreurs. L'article est sur le site du cabinet. Les acquéreurs ont été à ce moment-là relativement mal conseillés parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation bien difficile puisqu'ils avaient tout payé de bonne foi au promoteur et n'ont pas pu, de ce fait, bénéficier de la garantie d'achèvement. Donc, quand on est acquéreur, on est très, très vigilant sur ce point-là. Ça peut vous être reproché par la suite. Alors maintenant, revenons sur ce qu'est l'obligation du garant d'achèvement. Plus dans le détail, donc je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est de financer l'achèvement, partie commune, partie privative, en faisant en sorte que l'immeuble, une fois achevé, soit naturellement conforme au permis de construire, puisque c'est l'autorisation administrative et il faut la respecter, et conforme aux descriptifs qui figurent dans les actes de vente, dans les actes notariés, puisque c'est le reflet de l'obligation qu'avait le promoteur à l'égard de ses acquéreurs. Donc cette garantie va couvrir l'ensemble des travaux nécessaires à l'achèvement, y compris hors travaux, les honoraires de maître d'œuvre, éventuellement de bureau d'études, de bureau de contrôle si nécessaire. En revanche, c'est une précision que la jurisprudence est venue apporter. Le montant de la garantie ne couvre pas le coût de l'assurance dommage ouvrage et c'est un coût qui n'est pas négligeable pour un syndicat des copropriétaires lorsqu'il reste beaucoup de travaux d'achèvement à faire réaliser. Quelques points, quelques difficultés sur cette garantie qui a le mérite d'exister, qui est beaucoup plus protectrice des acquéreurs que n'était l'ancienne garantie intrinsèque d'achèvement. La garantie intrinsèque, c'était l'idée que le promoteur garantit lui-même, par sa trésorerie, par le nombre de lots qu'il a vendus, le fait qu'il va terminer les travaux.
on sent bien la fragilité inhérente à ce genre de garantie. Donc aujourd'hui, on est sur une garantie exclusivement extrinsèque. C'est l'obligation que je vous disais tout à l'heure qu'a le promoteur. S'il veut vendre en VFA, il doit justifier qu'il a souscrit cette garantie. Et le fait qu'une compagnie d'assurance ou une banque ait accordé cette garantie, c'est aussi un gage de viabilité du projet immobilier du promoteur. Mais pour autant, ça ne prévient pas d'une faillite. Et si la faillite survient, la GFA vient prendre le relais. Elle vient prendre le relais, mais sa garantie a des limites. Je vous ai parlé de l'exclusion de l'assurance dommage-ouvrage qu'il va falloir souscrire. L'autre exclusion, c'est celle des désordres qui affecteraient les ouvrages déjà exécutés. C'est un point assez important parce qu'on observe souvent quand un chantier est abandonné que malheureusement, les difficultés, elles ont commencé sur le chantier, en tout cas, elles ont commencé avant même que le promoteur soit, lui, totalement défaillant et totalement incapable de terminer. Et donc, on va retrouver généralement les deux difficultés, à la fois des désordres et à la fois des inachèvements. Eh bien, les désordres sur les ouvrages déjà exécutés, il faut les réparer, mais le coût de ces réparations ne sera pas pris en charge par la garantie financière d'achèvement. Il sera pris en charge éventuellement par des assurances, mais pour les amateurs de droit de la construction, les garanties avant réception, c'est toujours beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que les garanties après réception. Donc ça, c'est vraiment l'un des points noirs pour moi de la GFA, c'est quid des ouvrages réalisés mais affectés de désordre et qui doivent être réparés. Ce n'est pas la GFA qui les prend en charge. Et il y a souvent une carence d'assurance à ce moment-là. Parfois, on essaie de se raccrocher à l'assurance du maître d'œuvre, mais c'est vraiment l'un des points noirs qui méritait d'être souligné. L'autre difficulté, là on est vraiment côté acquéreur, c'est qu'il y a un peu un flou sur qu'est-ce que l'achèvement. Alors il y a une définition dans le Code de la construction et de l'habitation, mais il y a l'achèvement conçu de manière globale, légale. On peut dire c'est aucune non-conformité substantielle qui rendrait l'ouvrage, les éléments d'équipement impropres à leur destination, grosso modo, dès l'instant que l'immeuble est habitable, donc conforme à sa destination, à son utilisation si c'est de l'habitation, eh bien, il est achevé. Mais ce stade d'achèvement, ce niveau de finition, n'est pas nécessairement celui que les acquéreurs ont acheté, n'est pas nécessairement celui qui figurait dans leurs actes de vente. Donc, il y a souvent des discussions sur le niveau d'achèvement et où s'arrête l'obligation du garant d'achèvement, conformité, destination, conformité au permis de construire, conformité à l'acte de vente. La discussion, elle va se situer là, dans cette zone entre pas achevé et achevé, mais jusqu'à quel point. À titre d'exemple, les travaux de finition, les travaux pour remédier à de petites imperfections ne rentrent pas dans la garantie financière d'achèvement. Ce point est acquis, mais à quel point des imperfections peuvent compromettre l'habitabilité ou la conformité au permis de construire. C'est une ligne qui se dessine au fil de la jurisprudence. L'autre difficulté majeure pour moi, c'est que le délai de livraison qui était une obligation du promoteur, ce délai-là, il disparaît, il ne pèse plus sur le garant d'achèvement. Donc, grosso modo, il n'a pas de délai pour verser les fonds, faire désigner un mandataire, verser les fonds, présider en quelque sorte à la réalisation des travaux. Et on en a parlé ensemble, ce peut être très compliqué pour les acquéreurs de subir encore des délais supplémentaires, d'autant plus compliqué que la garantie d'achèvement, elle ne finance que l'achèvement. Elle ne finance pas l'indemnisation des préjudices subis par les acquéreurs, donc préjudice du fait essentiellement du retard de livraison de leur appartement. La seule exception, ce serait la situation dans laquelle le garant d'achèvement aurait vraiment beaucoup traîné, aurait vraiment beaucoup tardé à mettre en œuvre son obligation de garantir. On va imaginer qu'il ait reçu des mises en demeure, qu'il ait fait la sourde oreille, qu'il
il n'ait pris aucune disposition pour faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, si le tribunal venait à considérer que le garant d'achèvement a manqué à son obligation de garantir de manière normalement diligente, peut-être les acquéreurs seraient-ils indemnisés des préjudices, mais qui seraient à ce moment-là liés à l'inertie fautive du garant d'achèvement, mais non pas au retard cumulé antérieurement en raison de, on va dire, la déliquescence du promoteur, l'abandon progressif du chantier, l'arrêt total des travaux. Donc, les acquéreurs, vont être assez démunis en ce qui concerne l'indemnisation de leurs préjudices dès l'instant qu'on est passé au-delà du retard de livraison, qu'on est dans l'inachèvement et que l'on est venu activer la garantie financière d'achèvement. Alors, j'ai trouvé une jurisprudence assez récente de 2021 sur le sujet. Il y a, selon mes recherches en tout cas, assez peu de décisions sur le sujet. Peut-être parce que les faillites de promoteurs sont rares, et tant mieux. Peut-être aussi parce que ces dossiers-là se traitent parfois de manière amiable, où le garant d'achèvement, conscient de son obligation et soucieux des droits des acquéreurs, prend les choses en main, peut proposer, à ce moment-là, on est dans un cadre amiable, donc il peut proposer une garantie de remboursement, par exemple, même si ce n'était pas le cas à l'origine. Il peut proposer la désignation d'un mandataire, le financement, la délivrance des fonds auprès du syndicat des copropriétaires et trouver aussi amiablement un accord sur ce qui, techniquement, lui incombe, techniquement, relève de sa garantie et qu'il doit payer. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il peut y avoir un débat sur le niveau d'achèvement de l'immeuble. Donc, lorsqu'on est dans une discussion, dans un accord amiable, eh bien, on peut aussi convenir ensemble de ce que l'on considère être le niveau d'achèvement dû par le garant d'achèvement. Donc, peu de faillites, sans doute, pas mal de dossiers qui se traitent en amiable, donc peu de jurisprudence sur le sujet. Alors, celle que j'ai trouvée, outre qu'elle est rare, elle a aussi le mérite de nous renseigner sur pas mal de choses, et notamment sur les délais. Vous voyez dans le dossier qui a donné lieu donc à une décision de la Cour d'appel de Toulouse du mois de mai dernier, la faillite du promoteur, elle datait de 2010. Donc, les biens ont été vendus entre 2006 et 2007. Le promoteur a achevé une tranche du chantier, mais pas la seconde, ce qui fait que le syndicat des copropriétaires avait été créé, puisqu'il existe dès l'instant qu'un appartement est livré. Donc, on a une faillite, un abandon du chantier et une faillite, alors c'est le terme générique, mais bon, en l'occurrence, c'est un redressement qui est devenu une liquidation judiciaire, du promoteur en 2010. Le syndicat des copropriétaires, en 2012 seulement, prend l'initiative de saisir le juge des référés pour lui demander de désigner un expert judiciaire. Donc, on peut imaginer que pendant ce laps de temps, des discussions ont eu lieu. Mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup 2 ans d'un chantier abandonné avec des acquéreurs qui ont versé des fonds aux promoteurs, qui ont emprunté généralement pour ce faire, qui doivent probablement commencer à rembourser et dont les appartements ne sont pas livrés et ne sont, pour certains, même pas commencés de construire. Donc, un délai qui, là, me paraît un petit peu long. Et donc, pourquoi passer par une expertise judiciaire? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il va y avoir des débats très souvent sur quels sont les travaux qui restent à faire pour réparer ce qui a été mal fait ou simplement achever ce qui n'a pas encore été fait. Donc, qu'est-ce qui ressort de l'obligation du garant d'achèvement et qu'est-ce qui ressort de la responsabilité des constructeurs et des garanties des assureurs des constructeurs? Donc, une expertise judiciaire qui dure 2 ans, ça c'est hélas assez classique. Et dans ce dossier-là, l'expert a fait un très gros travail, mais ça vous donne néanmoins une idée des délais que prennent ces dossiers-là. 2 ans d'expertise, à nouveau 2 ans avant que le tribunal ne soit saisi cette fois au fond, c'est-à-dire le tribunal dans sa formation plénière, non plus le juge des référés, et le tribunal auquel on demande non plus simplement la désignation d'un expert, ce qui n'engage à rien finalement sur le fond du dossier, mais bien d'indemniser les acquéreurs, non pas des préjudices, mais en tout cas de fixer le montant
que doit le garant d'achèvement pour terminer l'immeuble. Il y avait également des demandes d'indemnisation, mais vous l'avez sans doute déjà compris, les acquéreurs n'auront pas eu gain de cause sur les demandes d'indemnisation. Ils ont gain de cause en revanche en 2018. Pour mémoire, la faillite du promoteur, c'était 2010. Ça veut dire qu'on est 8 ans après. Le tribunal d'Albi estime que le garant d'achèvement doit payer 250 000 € au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires devient alors le maître d'ouvrage des travaux d'achèvement. Et généreusement, et c'est ironique, le tribunal accorde 3 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais de procédure. Alors, autant vous dire que à ce stade-là, le syndicat des copropriétaires avait sans doute dépensé plus. Le coût de l'expertise judiciaire, lui, il est inclus dans ce qu'on appelle les dépens. Donc, naturellement, il a été mis à la charge du garant d'achèvement, puisque c'est lui qui perd le procès ici, c'est lui qui est condamné. Mais pendant tout ce temps, le syndicat des copropriétaires, dont les fonds proviennent évidemment des copropriétaires, par l'intermédiaire des appels de fonds, il a dû financer son contentieux. Donc, faire l'avance des frais d'expertise, faire l'avance des frais d'avocat, etc. Donc, vous voyez un temps quand même extrêmement long pour obtenir une condamnation significative, tout à fait dans les termes du rapport d'expertise qui était très bien fait, donc qui a permis au syndicat des copropriétaires et aux juridictions qui ont eu à connaître du litige de dégager une solution assez évidente. Non content de cette décision, le garant d'achèvement a fait appel. 3 ans après, la Cour d'appel de Toulouse vient dire que certains des travaux que le tribunal avait considérés comme relevant de l'achèvement, en tout cas de la garantie d'achèvement, certains de ces travaux devaient en être exclus. On y reviendra par la suite. Et donc, la somme allouée au syndicat des copropriétaires est diminuée de 50 000 € tout de même. En revanche, c'est sans doute une consolation, mais mince, le syndicat des copropriétaires se voit accorder 5 000 € complémentaires au titre des frais de procédure qu'il a été contraint d'engager. Donc, je trouvais que cette jurisprudence est intéressante parce qu'elle est, à mon avis, très, très signifiante sur les délais de procédure, la complexité des dossiers, la complexité des procédures judiciaires elles-mêmes avec cette étape initiale d'une expertise judiciaire, ensuite d'une procédure à 2 niveaux, tribunal, cour d'appel, et on peut même imaginer un pourvoi en cassation. Alors, je vous rassure tout de suite, les jugements, et c'est maintenant la norme, sont assortis de l'exécution provisoire. Ça veut dire que même s'il y a un appel, le syndicat des copropriétaires a perçu les fonds et donc a pu entreprendre les travaux. Donc, à supposer qu'il est attendu d'avoir l'argent, qu'il n'ait pas appelé des fonds auprès des copropriétaires pour terminer les travaux, eh bien les travaux, ils ont repris seulement en 2018. Donc, des conséquences tout de même graves pour les copropriétaires qui, en plus, n'ont pas obtenu d'indemnisation. Des préjudices autres que le non-achèvement lui-même. Et alors, pour finir, j'ai utilisé cette décision pour essayer de faire un petit inventaire à l'après-vert de ce qui est pris en compte, ce qui est dû par le garant financier d'achèvement et ce qui n'est pas dû. Alors, ce qui est dû, dans l'exemple en tout cas, c'était la démolition d'un existant, un pigeonnier en l'occurrence, qui menaçait de s'effondrer. Donc, la Cour d'appel a considéré que ce n'est pas de l'achèvement en soi, mais le risque d'écroulement de cet ouvrage sur les nouveaux ouvrages rendait potentiellement les nouveaux ouvrages impropres à leur destination. Donc la démolition et son coût doit être pris en charge par le garant d'achèvement. Tous les travaux qui sont relatifs à la sécurisation des ouvrages, et ça va assez loin, sont les portes, les portails, les grilles, jusque interphone digicode. Vous voyez que les juges vont vraiment dans le détail dans certaines décisions. On a la création du local poubelle. Le juge a considéré que c'était une mesure d'hygiène et qu'on ne pouvait pas utiliser un bâtiment d'habitation dans lequel les poubelles étaient entassées pêle-mêle dans une cour commune. Donc, l'existence d'un local poubelle, ça fait partie des règles d'hygiène d'un habitat collectif. Les descentes eaux pluviales, parce que, en leur absence, le juge a considéré que ça pouvait générer des infiltrations. Donc là aussi, ce qui emporte la décision, c'est pas l'existence d'un désordre, même d'un désordre futur, mais c'est
la destination, donc un appartement dans lequel les infiltrations sont possibles, n'est pas conforme aux règles normales d'usage d'habitation. Il ne peut pas être loué, par exemple, puisque le propriétaire doit à son locataire la salubrité du local. La mise en œuvre de garde-corps, là aussi on vient sur la notion de sécurité des futurs occupants. Donc l'habitation, ça veut dire un bâtiment est conforme à sa destination d'habitation s'il y a l'eau chaude, le chauffage, le clos, le couvert, et si on peut y vivre décemment. Alors, la réalisation de faux plafonds, là on n'est pas sur des ouvrages structurels, on peut se passer de faux plafonds, sauf dans le cas présent, l'expert avait relevé que ces faux plafonds participaient à l'isolation thermique, donc confort des habitants, mais pas au confort dans le sens confortable, au confort normal d'une habitation, et à la sécurité incendie, puisqu'ils ont un rôle coupe-feu. Le ravalement et les peintures de façade ont aussi été considérés comme dus par le garant d'achèvement. L'argument ici, ça a plus été de dire que c'était en raison des exigences du permis de construire. Et puis, quelques travaux que les juges ont écartés du champ d'application de la garantie d'achèvement. Alors, c'était l'achèvement d'une marquise décorative. Bon, alors, sans doute n'était-elle pas dans le permis de construire. C'est un peu dommage pour les acquéreurs, mais ils devront, s'ils la veulent, la financer sur leurs fonds propres. La création de supports de panneaux publicitaires, là, on comprend effectivement que ça n'a pas de lien avec la destination, c'est plus la possibilité d'un revenu complémentaire pour la copropriété, mais ça, le juge a tranché. Les espaces verts, je pense qu'ils étaient néanmoins mentionnés dans la notice descriptive, mais bon, voilà. Les tribunaux, le tribunal et la cour ont estimé que on n'était pas dans l'achèvement de l'immeuble, que ce n'était pas nécessaire pour que l'immeuble soit considéré comme étant achevé et habitable. Donc ça aussi, ça reste à la charge des copropriétaires. Et puis la signalétique des parkings, la pose d'une plaque d'entrée, ce sont effectivement pas des gros postes, mais ça représente quand même des dépenses qui auraient normalement dû être prises en charge par le promoteur, qui font partie du prix que les acquéreurs ont payé pour partie au promoteur au titre des premiers appels de fonds, et ensuite, pour la seconde partie, au garant d'achèvement au titre des appels de fonds ultérieurs. Donc, c'est quand même un petit peu contrariant pour les acquéreurs de devoir ensuite, par le biais de leur charge de copropriété, financer 2 fois ces ouvrages-là. Alors, de ces explications et de l'expérience retirée des dossiers traités, de cette jurisprudence récente, j'ai voulu retirer 3 conseils, évidemment à l'attention des acquéreurs. C'est que lorsqu'on a ce genre de difficultés dans une opération, lorsqu'on a acheté en VFA, je recommande régulièrement tout le temps de se regrouper parce qu'on est plus fort et ça coûte moins cher. Et on représente pour les autres parties, les parties adverses, que ce soit le promoteur ou le garant d'achèvement, une force de frappe qui est évidemment souvent plus prise en considération qu'un seul copropriétaire agissant individuellement. Agir rapidement, ça c'est vraiment la deuxième préconisation, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez vu 10 ans, 8 ans au moins entre la faillite du promoteur et l'indemnisation par l'intermédiaire du tribunal. C'est considérable. Donc, plus on attend et plus on aura une décision tardivement. Donc, il vaut mieux agir vite et fort, quitte à négocier ensuite. Ça, c'est toujours possible à tout moment, mais ne pas laisser traîner. On peut être en expertise judiciaire et convenir d'une transaction avec le garant d'achèvement. On peut avoir le rapport déposé et avoir un accord et ne pas avoir besoin d'aller au tribunal. Mais si on n'a pas d'accord, il faut assigner, il faut engager chacune des étapes qui vont mener à une décision définitive parce que on pourra mettre fin à n'importe quel mois à sa procédure, mais un accord, on n'est jamais sûr de l'avoir. Donc, on avance à plusieurs, on met les moyens qu'il faut, et quand la partie adverse est prête, quand on lui a suffisamment montré qu'on n'allait pas lâcher et qu'on était déterminé et rapide, eh bien là, on peut obtenir un accord et on arrête les procédures, évidemment. Et l'autre recommandation, ça c'est super important et ça marche bien, c'est très utile, c'est vraiment très concret pour les acquéreurs, c'est la suspension du prêt. La jurisprudence a évolué sur le sujet,
C'est une possibilité qui n'était ouverte initialement que pour les maisons, la construction de maisons individuelles. On voit que les juges sont assez bienveillants là-dessus et petit à petit, progressivement, ont étendu la possibilité de suspension du prêt, d'abord à la VFA et maintenant aussi à la vente d'immeubles à rénover. Donc, ça a un effet assez génial, c'est que on gèle le prêt immobilier dans l'attente de la solution du litige. Donc, si mon litige il dure 8 ans, mon prêt, il est gelé, je ne paye ni frais ni intérêts à la banque. Je continue en revanche de régler mon assurance emprunteur, puisqu'en cas de sinistre personnel, cette fois, évidemment, mieux vaut être couvert. Mais, en tout cas, je n'ai plus cette dépense dans mon budget mensuel de remboursement du prêt. Donc, j'ai l'équilibre financier du foyer des acquéreurs, des investisseurs. Il est moins mis à mal par la difficulté que constitue l'inachèvement. En ce qui concerne l'exclusion en cas de retard de VFA, à quel moment l'acquéreur devient partie propriétaire effectif de ce qui a été réalisé et pour lequel il devrait prendre une assurance personnelle probablement tant qu'il n'y a pas de livraison, ou bien doit-on attendre, je dirais entre guillemets tranquillement, qu'il y ait la livraison, constat de malfaçon, etc., pour pouvoir dire que nous demandons la garantie la garantie correspondante. Je m'exprime mal parce que je ne suis pas technicien du tout. Non, mais on va y réfléchir ensemble. Alors, voilà, déjà, si vous pouvez me répondre. Votre question est super intéressante parce que l'acquéreur devient propriétaire de l'ouvrage au fur et à mesure de sa construction. Donc, à chaque pierre posée, elle est la propriété de l'acquéreur. En revanche, jusqu'à la livraison, elle est sous la garde du promoteur. Donc, c'est lui qui l'assure. Ensuite, les garanties, la garantie d'achèvement dont on vient de parler, la garantie de parfait achèvement, celle qui oblige à lever les réserves après la livraison, elles sont automatiques. L'acquéreur n'a pas à les souscrire, elles existent par elles-mêmes. Enfin, je vous ai dit, quand on achète en VFA, on a nécessairement un garant d'achèvement. La garantie de parfait achèvement, la levée des réserves, elle existe par l'effet de la loi. Donc, la garantie décennale, elle est couverte par les assurances de responsabilité décennale et par l'assureur dommage-ouvrage. Toutes ces assurances, toutes ces garanties, elles existent. L'acquéreur n'a pas à les souscrire spécifiquement. En revanche, une fois qu'il a les clés, le jour de la livraison, là oui, il doit assurer les lieux. Alors, avec une police propriétaire non occupant, si ce n'est pas votre résidence principale, ou si c'est pour louer, et avec une police multirisque habitation ou résidence secondaire, si c'est votre habitation ou votre résidence secondaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Alors, si je peux prolonger un tout petit peu la même question, le retard de livraison que je subis actuellement fait qu'il est constaté des défauts d'étanchéité qui se manifestent en R+10 de l'immeuble en question, et ça porte jusqu'à les R+8, le plafond de l'appartement dont je suis, j'espère avoir obtenu livraison. Est-ce que je dois demander des explications immédiates à ce sujet? Parce que c'est visible de l'extérieur, forcément, je n'ai pas le droit de pénétrer sur le chantier, mais c'est visible en photo sur l'extérieur. Est-ce que j'encours une pénalisation d'exclusion de garantie si je ne fais rien, ou alors si j'alerte, est-ce que je suis en droit d'alerter déjà le promoteur qu'il m'apparaît qu'il y a de l'humidité au plafond en faisant un zoom photo?
il apparaît tout à fait ces désordres. Alors, dans votre cas, on n'est pas dans le cas d'inachèvement. L'immeuble est achevé, de ce que je comprends. L'immeuble Le promoteur n'est pas sans faillite. Il y a des suspensions de chantier, il y a des arrêts de chantier, donc il y a un groupe d'acquéreurs qui agissent pour faire en sorte que on obtienne livraison. Mais dans la situation actuelle, l'immeuble n'est pas terminé, les parties communes on ne peut pas accéder à l'intérieur des appartements puisque c'est interdit. Et alors, donc, je n'ai pas de livraison. Vous êtes vraiment dans la situation où le promoteur a un retard de livraison, vous n'avez pas accès au chantier, le chantier il est sous sa garde, et les désordres qui apparaissent avant la livraison, le promoteur doit les faire réparer par les entreprises en charge des lots concernés. Alors, le rôle des acquéreurs à ce moment-là, ça va être d'adresser des mises en demeure au promoteur. Et puis, si le délai de livraison n'est pas respecté, il semble être le cas, de poursuivre ensuite éventuellement le promoteur pour obtenir l'indemnisation des préjudices liés au retard, si votre acte de vente ne le prévoit pas. Bien, je vous remercie. Je vous en prie. Vous avez évoqué dans l'exemple que vous donniez la faillite du promoteur comme fait déclencheur en 2010. Et alors cette faillite, est-ce qu'elle a été constatée comment en fait? C'est prononcé par le tribunal de commerce? Oui, dans le cas qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, le promoteur a été placé en redressement judiciaire. Placé en redressement, d'accord. Redressement qui ensuite est devenu une liquidation judiciaire. D'accord, ok. D'accord, et donc c'est à l'issue de de cette liquidation qu'a eu lieu le référé expertise? Exactement. C'est assez étonnant pour moi que le syndicat des copropriétaires ait attendu 2 ans. Voilà, parce que, oui, en fait, c'était le sens de ma question. Normalement, c'est le syndicat des copropriétaires qui va activer la garantie financière d'achèvement dans ce qui est signé chez le notaire, c'est ça? Exactement. Alors là aussi, il y a un point un peu trouble, c'est que le syndicat des copropriétaires, il existe à partir du moment où un lot a été livré. Et dans l'exemple que je vous ai donné, les copropriétaires ont eu de la chance puisque l'opération était en plusieurs tranches. Donc, l'une des tranches avait été plus ou moins terminée et des lots ont été livrés. Donc, le syndicat des copropriétaires est né, on va dire juridiquement, un syndic a été désigné, etc. Et donc, on avait quelqu'un, une personne, enfin des gens qui étaient capables de prendre à bras-le-corps la maîtrise d'ouvrage de l'opération et d'agir, en tout cas d'actionner le garant d'achèvement. Dans d'autres situations où aucun des lots n'est terminé, aucun des lots n'a été livré, le syndicat des copropriétaires, il n'est pas né juridiquement. Et donc, il faut que les acquéreurs individuellement ou collectivement, mais sans que cette collectivité ait la personnalité juridique, actionnent le garant d'achèvement pour que le garant d'achèvement prenne l'initiative de faire désigner un mandataire ad hoc, ce qui est une innovation de la loi Elan. Et alors, on s'est demandé, les juristes se sont demandé, j'ai pas la réponse, est-ce que un ou plusieurs acquéreurs pourraient prendre, eux, l'initiative de demander la désignation de ce mandataire? Ce qui viendrait un petit peu compenser la paralysie, l'état de paralysie dans lequel ils sont, s'il n'y a pas encore de syndicat des copropriétaires. Et le syndicat des copropriétaires, en l'occurrence, il était inclus dans le contrat VEFA ou c'était payé indépendamment? Alors, il ne l'est jamais, parce que, vous posez les bonnes questions, parce que la VEFA, c'est entre un promoteur qui vend des lots de copropriété à des acquéreurs. Oui. Et alors, en fait, chacun des acquéreurs est propriétaire de millièmes de copropriété. Oui. Et donc, le promoteur vend à chaque acquéreur son lot privatif et une quote-part des parties communes. D'accord. Et donc, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil. L'idée, c'était de savoir si le syndic de copropriété était payé en quelque sorte par le promoteur ou dépendait d'une façon ou d'une autre du promoteur, ce qui fait que la faillite du promoteur faisait qu'il y avait un syndic non payé, donc qui ne bougeait pas. Ah, c'est possible, mais payé ou pas, le syndic a des obligations.
Oui, après, s'il n'est pas payé, s'il n'existe plus. Oui, mais s'il y a un syndic, il y a des copropriétaires. Donc, il peut y avoir des appels de fonds. Oui. Donc, il appartient au syndic de faire des appels de fonds auprès des copropriétaires pour avoir les moyens nécessaires pour agir. D'accord. Que ce soit pour sa propre action ou pour se faire aider par un expert, par un avocat. Oui. D'accord. OK. Et souvent, le premier syndic, effectivement, est une émanation du promoteur. Et rien n'empêche qu'aux propriétaires d'en changer s'ils ne sont pas contents à la prochaine AG ou de le conserver si ça se passe bien. Mais il n'y a pas de lien contractuel entre le promoteur et le syndic. D'accord. Ok, très bien. Et autant cette garantie, elle a un intérêt, on voit tout de suite, hein, c'est que elle vient pallier la défaillance définitive du promoteur, mais il y a pas mal de zones grises encore sur sa mise en œuvre, c'est comment on la met en œuvre, qui l'actionne, où va l'argent, quel montant, quels sont les travaux qu'il doit financer. Il y a encore pas mal de choses à définir. Et alors, ce n'est pas un sujet d'actualité pour le législateur. La réglementation, la loi évolue peu. Elle a évolué à l'occasion de la loi Elan il y a 3 ans maintenant. Mais il y a peu de réglementation là-dessus. Et il y a peu de jurisprudence, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on dessine les contours de cette garantie un peu au fil de l'eau. C'est ça. Hein. Depuis 2015, est-ce que vous constatez moins d'événements de ce type ou depuis la loi Elan? Non, ni plus ni moins. D'accord. Donc, elle est simplement venue décider des contours. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait plus ou moins qu'avant. En revanche, une chose est sûre, c'est que les défaillances des promoteurs n'ont plus du tout les mêmes conséquences depuis qu'on n'a que la garantie extrinsèque. Parce que antérieurement, je vous ai dit, on avait une garantie intrinsèque. Que le promoteur avait suffisamment d'argent, avait vendu suffisamment de lots pour pouvoir mener le projet à son terme. Et là, quand il n'y arrivait pas, c'était une catastrophe. Les acquéreurs n'avaient aucun recours, sauf à faire condamner les notaires. Et il y a beaucoup d'affaires en cours, enfin beaucoup, il y a des affaires en cours, en cassation, etc., où le seul solvable dans l'histoire pour les acquéreurs, c'est l'assureur des notaires. Donc, les acquéreurs prouvent que les notaires ont commis des fautes, notamment en considérant que les conditions de la garantie intrinsèque étaient réunies alors qu'elles ne l'étaient pas. Autrement dit, le promoteur n'avait pas les reins solides et le notaire avait les éléments pour le dire. Donc, le notaire a commis une faute en les laissant signer une VFA, alors que le promoteur n'était à l'évidence pas capable de mener le programme à son terme. Mais là, c'est des années de procédure et sur un fondement juridique totalement hors sujet presque. Avec la garantie extrinsèque, on a un assureur ou une banque. Alors, solvable, sauf que on a des affaires dans lesquelles la garantie a été accordée par des assureurs qui ont fait faillite, comme Elite. Et donc, on revient malheureusement à une situation très compliquée pour les acquéreurs. Merci. Je vous en prie. D'autres points, d'autres précisions, des exemples peut-être? C'est intéressant aussi de nourrir la réflexion. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il en est des promoteurs, je dirais, entre guillemets, qui ont comme statut juridique des SRL à 1000 balles, je dirais, 1000 euros de capital? Est-ce que ça a une importance par rapport à la solvabilité? On sait que le promoteur en lui-même, physiquement, il a des actifs, mais quand il n'a pas d'actifs de liquidité, c'est comme si on pourrait se battre contre moulin à vent. Et qu'est-ce qu'il en est des SARL dans ce cas-là, promoteurs, juridiquement, à 1000 euros de capital? Alors, quel que soit le montant du capital, ça ne préjuge pas des liquidités. Très souvent, ce que font les promoteurs, ils ont une société mère, on va prendre des gros, Bouygues, Kaufmann, etc. Et chaque projet de promotion est porté par une société fille. Ça peut être, c'est souvent des SCCV, Société Civile de Construction Vente, ça peut être également des SARL. Et de toute façon, cette société-là qui porte le projet, elle n'a rien, elle n'a pas de patrimoine. Elle a des contrats avec des acquéreurs et des engagements
auprès des entreprises avec lesquelles elle a conclu. Mais de toute façon, la solvabilité même du promoteur, c'est un vrai sujet. Ouais. Alors, avec la différence peut-être que quand on est sur des sociétés civiles, SCI ou SCCV, les créanciers de la société de promotion peuvent avoir un recours contre les associés de la société civile, ce qui n'est pas le cas en SARL, puisque la responsabilité des associés d'une SARL, elle n'est pas indéfinie ou solidaire. Mais alors, dans ce cas, en fait, la solvabilité du promoteur, elle est camouflée. Et comment agir dans des situations comme ça, des simples acquéreurs qui connaissent mal la législation, qui se retrouvent avec un chantier pratiquement inachevé en continu, quoique on puisse jamais dire si le promoteur continue à s'en occuper ou pas. On est totalement exclu du circuit, quoi. Oui, bien sûr. C'est un peu l'un des points de la VFA que l'on ne réalise pas au moment où on s'engage. C'est que on va confier des sommes d'argent importantes à un promoteur, à charge pour lui de construire un bâtiment qui n'existe pas au moment où soi-même on s'engage comme acquéreur. C'est une opération sensible. Donc, et le passage entre la signature de l'acte de vente et la livraison, c'est pas le temps des acquéreurs. Ils sont évidemment assez démunis. Alors, dans la situation que vous me décrivez, où j'entends en filigrane que le promoteur aurait abandonné le chantier, je crois qu'il faudrait le mettre en demeure, d'achever et de livrer dans le délai, s'il a dépassé le délai. Ensuite, s'il ne le fait pas, eh bien, pourquoi pas de demander au juge de le condamner sous astreinte à achever et à livrer l'immeuble. Ça permettra éventuellement de déclencher le mécanisme de la garantie d'achèvement si on découvre dans le cadre de cette procédure, de cette demande d'astreinte, que le promoteur n'est effectivement plus en mesure de terminer. Et surtout, ne répondre aux appels de fonds que s'ils correspondent au niveau d'achèvement indiqué. Oui, alors à ce sujet, en ce qui concerne les tranches de travaux réalisés, il se trouve que actuellement, il y a des fonds versés à 95%, sauf que le promoteur a augmenté ses tranches de façon à arriver très rapidement à se couvrir de 95%, alors qu'il y a des dégâts des eaux, d'étanchéité, etc., qui se manifestent. Alors, est-ce l'acquéreur, pauvre diable, entre guillemets, qui attend son appartement, est-ce qu'il ne va pas être exclu justement de cette garantie financière d'achèvement? A priori, non, mais si le promoteur a appelé 95%, soit il est de très mauvaise foi, soit l'immeuble est vraiment achevé. Donc, ce qui reste, c'est les 5% qui correspondent à la définition. Donc, on n'est plus dans le cadre d'actionner la garantie d'achèvement. Non, mais là, simplement effectivement. Et les désordres qui surviennent avant livraison, ils sont pris en charge soit par les entreprises elles-mêmes, soit par des assurances que le promoteur a pu prendre pour couvrir le chantier. Je pense à police tout risque chantier, par exemple. Et vous savez si elle existe dans l'acte de vente. Oui. Excusez-moi, je me suis trompé. En fait, c'est pas 95, mais c'est 90%. Mais c'est tout de même beaucoup par rapport aux travaux qui restent à faire, au titre des parties communes, etc. Alors, les appels de fonds, ils doivent être faits sur la base d'une attestation de l'architecte, du maître d'œuvre. Donc, si le maître d'œuvre a délivré des attestations qui ne correspondent pas à la réalité, il peut mettre en jeu sa responsabilité à lui. OK. Ça peut être éventuellement le cas, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Si vous me permettez, bon, j'entends bien. D'abord, un grand merci pour toutes ces explications. Je vais être peut-être le monsieur loyal de l'affaire.
tous les promoteurs, malheureusement, ou tous ceux qui se lancent dans la promotion immobilière, ne sont pas entachés de vices et autres, etc., ou d'escroquerie. Je prends mon cas, si nous faisons aujourd'hui 3 bâtiments distincts, ben on commence un bâtiment. Ce n'était pas le sens de mon propos. Non, mais j'entends bien, mais voilà, je dirais attention aux amalgames qui pourraient être rapidement faits. Voilà. Il est toujours regrettable que des clients, dans le cadre de la VFA, soient confrontés à des difficultés. Je continue à dire, et j'espère avoir votre aval là-dessus, c'est un vrai partenariat qui doit s'établir entre le promoteur et les futurs acquéreurs. C'est-à-dire qu'en fait, avant de contracter l'un et l'autre, puisque nous nous engageons tous les deux, il est évident qu'il doit y avoir une connaissance d'abord de l'un et de l'autre, de s'apprécier, ensuite une confiance. Alors, je ne parle pas des CMI, je ne parle pas des constructeurs de maisons individuelles, mais quand bien même ce sont des promotions importantes à 40, 50 apparts ou 50 lots, voilà. Je crois qu'il y a quand même une connaissance de l'un et de l'autre. Il faut commencer à se connaître, à se faire confiance avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Mais il est vrai que c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Après, c'était le sujet du jour. Donc, j'entends bien. Nécessairement, voilà. Alors, j'entends bien. J'entends ce que vous me dites, ce serait une situation un peu idyllique. Moi, ce que je vois, alors effectivement, les dossiers qui arrivent dans mon cabinet, c'est que les difficultés sont nées. Les dossiers qui se passent bien, on n'entend pas parler. Et tant mieux. Ce que l'on me raconte, c'est souvent la même histoire. C'est-à-dire qu'au moment de choisir l'appartement, l'acquéreur est le roi. C'est-à-dire le promoteur est en phase de séduction et va lui promettre monts et merveilles. C'est d'ailleurs pas le promoteur, c'est généralement une société de commercialisation. Et une fois qu'il a signé chez le notaire, l'acquéreur est prié de ne pas trop se faire remarquer. Voilà. Et de demander des TMA, mais bon, à un moment donné, de choisir les matériaux le jour décidé par le promoteur. Enfin, cette coopération, malheureusement, moi, je ne la vois pas dans les faits. Et je pense aussi que c'est peut-être très compliqué. Je pense que se lancer dans la promotion immobilière, c'est une grande aventure et qu'il faut être courageux pour le faire parce que on est à la convergence de beaucoup d'intérêts. Il y a des problèmes, des questions d'urbanisme, sans parler de problème, mais au moins des questions d'urbanisme à traiter, des questions de financement, d'assurance, des questions commerciales, des questions techniques, des questions juridiques. Donc, c'est une activité qui est très complexe et c'est une aventure. Je suis assez admirative des gens qui le font. Le sujet n'est pas là. Mais ce partenariat promoteur-acquéreur, j'espère que vous arriverez à le mettre en place. Mais je pense que dans les faits, c'est pas ce qu'on voit et je pense que c'est vraiment très compliqué à mettre. Ça supposerait, à mon avis, de mobiliser des effectifs qui sont sans lien avec le rendement d'une opération de promotion. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, mais je crois qu'on a épuisé le temps, au moins théorique, que l'on s'était imparti. Si des questions vous viennent par la suite, bien, elles seront les bienvenues dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de sujets, je suis preneuse aussi. C'est toujours intéressant de travailler à la demande, entre guillemets, d'examiner des situations auxquelles je n'aurais pas pensé, mais qui méritent d'être traitées. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos du cabinet.